Le préfet de région, Christophe Mirmand, est l'invité de Rue de la République. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous. Et je suis aux côtés de Léo Purguette, le président de La Marseillaise, le directeur éditorial, pour vous interroger dans un climat politique qui est assez compliqué, évidemment, depuis cette motion de censure. Est-ce que ça change fondamentalement les choses pour les gens qui comprennent pas forcément, qui entendent pas forcément les choses en politique, parce que on a entendu beaucoup de choses, ça va être le chaos au niveau économique, on voit que le CAC 40 a plutôt bien résisté. Est-ce qu'au niveau des institutions, c'est chaotique en ce moment ? Le préfet est chargé d'assurer, en vertu de l'article 72 de la Constitution, la continuité de l'État au plan local. Et donc sa première mission, c'est naturellement de faire fonctionner les services publics de l'État dans le département et dans la région. Et cette continuité, elle est assurée quels que soient les gouvernements. Et puis, sa responsabilité, c'est aussi de mettre en œuvre les politiques publiques. Et donc, pour cela, il faut naturellement recevoir des instructions, des directives, des orientations d'un nouveau gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'arbitrages, un certain nombre de choix seront tributaires, bien sûr, des décisions qui seront prises au niveau national. Mais le politique choisit et ensuite vous appliquez. On met en œuvre les politiques que le gouvernement arrête, mais bien évidemment aussi, nous assurons les préfets et les sous-préfets cette continuité de l'État, des institutions républicaines au plan local. Alors beaucoup d'incertitudes évidemment avec cette situation politique qui est mouvante, en particulier en ce qui concerne les relations de l'État avec les collectivités par rapport aux dotations budgétaires. Ça c'était déjà le cas précédemment. Peut-être d'abord sur ce volet-là, on était inquiet du côté des collectivités territoriales avec l'effort qu'il fallait faire pour que le budget de l'État retombe un tout petit peu sur ses pattes. On en est où du coup dans cette situation ? Alors il est évident que la situation très dégradée des finances publiques exige des efforts bien évidemment de l'État, des efforts sans doute également des collectivités territoriales. Mais la loi de finances pour 2025 n'ayant pas été votée par le Parlement, il m'est difficile naturellement de présumer de l'effort qu'il sera demandé de mettre en œuvre à la fois aux administrations publiques de l'État au premier chef, et puis peut-être de la part des collectivités locales. Et je crois que cette responsabilité de pouvoir faire en sorte de redresser les comptes de la nation, de façon à ce que nous puissions éviter de devoir subir une sanction, notamment de la part des agences de notation ou de la part des conditions de refinancement de la dette, est naturellement une exigence à laquelle nous sommes tous attachés. Mais au-delà de cette interrogation, il y a surtout la qualité de la relation entre les préfets, le préfet que je suis dans les Bouches-du-Rhône, et l'ensemble des collectivités locales. Les maires, les élus locaux sont mes interlocuteurs du quotidien. Et cela, naturellement, n'est pas remis en cause, ne change pas, parce que l'État ne peut agir sans relation confiante avec les communes, avec le département, avec les intercommunalités ou la région. Ce sont des partenaires que nous avons besoin, naturellement, de pouvoir, avec lesquels nous avons besoin de pouvoir nourrir des relations de confiance. Alors vous avez plutôt bonne prêche, et ces élus locaux, ils nous le disent, notamment sur la coordination des collectivités par rapport à ce plan Marseille en grand. Est-ce que pour autant, dans cette situation, on peut s'inquiéter sur les financements de Marseille en grand ? Est-ce qu'ils sont sanctuarisés ? D'abord, il faut partir des besoins du territoire. Les besoins du territoire, ils sont considérables en matière de renforcement de la sécurité, en matière de qualité de service offert à la population. Je pense aux écoles ou à l'offre hospitalière, ou bien encore en matière de logement, ou encore de mobilité. Ce sont les 4 axes principaux qui structurent le plan Marseille en grand. Et demain, après-demain, il y aura toujours besoin que l'État puisse accompagner les politiques des collectivités territoriales pour répondre à ces attentes de la population. Deuxième élément, il y a un certain nombre de financements qui ont été d'ores et déjà délégués. Les financements à la Société des écoles de Marseille, par exemple, ont été inscrits dans la loi de finances pour 2022 et sont déjà en place au niveau local. Il y a des financements également qui ont été alloués à la métropole, 250 millions d'euros, pour permettre d'accompagner ces projets de mobilité. Et puis, je dirais, à titre d'illustration, les financements de l'Agence nationale de rénovation urbaine pour ce qui concerne les projets que nous avons à mettre en œuvre au plan local. 650 millions d'euros pour Marseille, 800 pour l'ensemble du département. Tout cela, nous pouvons considérer avec confiance que ces financements seront bien acquis pour l'avenir. Alors, à la Société des écoles de Marseille, il y a eu du changement. Vous avez produit un communiqué avec monsieur le maire de Marseille, avec un nouveau directeur. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça n'allait pas assez vite ?
Il en va de la vie des sociétés comme de la vie de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que celle des ministres aussi, peut-être. Il y a des étapes successives. La première étape, à partir de 2022, ça a été le fait de porter sur les fonds baptismaux la Société des écoles de Marseille, de l'installer, de nommer un certain nombre de cadres, de permettre qu'elle lance un certain nombre de projets. C'est un travail important qui a permis, à titre d'illustration, de pouvoir inaugurer 6 écoles à la rentrée scolaire ou depuis la rentrée scolaire de 2024. Et nous sommes désormais dans une phase d'accélération. Il faut monter considérablement en puissance. Et c'est la raison pour laquelle des modifications sont intervenues dans la gouvernance de l'école. Un nouveau directeur général. Et nous allons faire en sorte qu'il puisse avoir tous les moyens nécessaires avec ses équipes pour garantir ce qui est une tâche considérable, la livraison d'une quinzaine jusqu'à une vingtaine d'écoles tous les ans, puisque l'objectif que la ville de Marseille s'est fixé avec l'appui de l'État, c'est de rénover ou de reconstruire 188 écoles sur les 10 années du plan Marseille en grand. Alors, monsieur le préfet, vous avez un devoir de réserve, mais vous êtes assez régulièrement quand même dans l'arène politique. On vous a vu monter au créneau après les critiques de la Cour régionale des comptes sur le plan Marseille en grand, qui disait, en résumé, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez fort, ça ne va pas assez loin. Je me suis efforcé de les nuancer. Ça ne va jamais assez vite, ça ne va jamais assez fort, ça ne va jamais assez loin, oui, sans doute. Mais en même temps, il faut mesurer ce dont on parle. Ce dont on parle, c'est de reconstruire 188 écoles. C'est de pouvoir réaliser 15 grandes infrastructures de transport. C'est rénover une dizaine de quartiers marseillais. Plus si on y inclut les quartiers également qui concernent d'autres communes du département. C'est de pouvoir répondre à l'offre hospitalière de la population. Et tous ces projets s'inscrivent dans un calendrier qui est un calendrier qui se compte parfois en années. Certains éléments du plan Marseille en grand intervenaient sur un calendrier beaucoup plus court. Si on prend les carrefours de l'entrepreneuriat à titre d'illustration, il y a eu environ 6000 jeunes qui ont été en mesure de pouvoir bénéficier soit d'un appui à la création d'entreprises, soit de bénéficier même d'aide pour les accompagner dans leurs projets. Et puis à l'autre extrémité du spectre, il y a la nécessité de ménager des études techniques, une concertation, une programmation de chantier lorsqu'il s'agit de réaliser, par exemple, l'extension du tramway ligne 3 vers le nord. C'est un travail qui s'inscrit sur un calendrier de plusieurs années. Sauf que les gens ou les élus ou même les habitants ne sont pas forcément aussi patients quand on a annoncé des sommes considérables comme celles qui ont été annoncées par le président de la République en l'occurrence. Il y a des financements importants qui ont été réalisés. On a parlé de 5 milliards d'euros, mais dans ces 5 milliards d'euros, il y a aussi, à titre d'illustration, les travaux qui vont être réalisés pour la rénovation ou la reconstruction de la gare de Saint-Charles. J'ai présenté le projet avec la SNCF et les élus cette semaine. Personne ne peut concevoir que creuser un tunnel de 8 km, reconstruire une gare sur le plateau Saint-Charles puisse se faire en quelques mois, voire en 2 ans, si on doit prendre le délai qui s'est écoulé depuis le discours du président de la République. Alors néanmoins, il y a quand même des attentes sur le territoire, dans la population, donc on comprend bien que ça prend du temps. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces citoyens qui disent « mais écoutez, on nous annonce des milliards et pourtant ma vie quotidienne ne change pas ». Que l'État, les collectivités territoriales aux côtés d'elles sont engagées pour permettre de répondre à ces besoins. Pour moi, les besoins qui sont peut-être les plus préoccupants aujourd'hui, c'est la sécurité, bien évidemment, qui est de la responsabilité de mon collègue préfet de police et sur lesquels des moyens très importants ont été mobilisés par l'État en termes de renforcement de la direction interdépartementale de la police nationale, de la direction et des services judiciaires également. Ce sont également les moyens qui sont mobilisés pour permettre de répondre aux besoins de logement. Voilà. Logement qui est pour moi la préoccupation peut-être la plus immédiate parce que quand on n'a pas de toit, il est difficile de pouvoir accéder à toutes les libertés que vous garantit la République. Alors justement, ça nous amène à la question suivante, celle du logement. Vous aviez pointé le déficit de construction de logements sociaux à Marseille. Est-ce que la trajectoire est corrigée selon vous, puisque les élus nous disent que oui? Et puis surtout, quel est le regard que vous portez sur cette crise de la construction qui ne touche pas que Marseille, mais l'ensemble de notre pays? Cette crise, elle est multifactorielle, elle est complexe et la politique du logement est elle-même très compliquée par l'ensemble des paramètres qui doivent être mobilisés pour permettre de répondre aux besoins de la population. Elle est liée d'abord au conflit que nous avons connu et qui a renchéri le coût des matières premières.
Avant, c'était la crise du Covid qui avait sans doute retardé les décisions d'investissement. Il y a aujourd'hui une crise économique qui touche également un certain nombre d'opérateurs. Et puis, parfois, il y a la réticence d'un certain nombre de collectivités, de maires, de poursuivre des programmes de construction parce que nos concitoyens, d'une certaine façon, sont aussi devenus eux-mêmes frileux, parfois, quand ils savent que de nouveaux voisins doivent arriver ou que de nouveaux habitants pourraient rejoindre la commune dans laquelle ils résident. Donc toutes ces raisons amènent l'État à s'efforcer de mobiliser tous les leviers possibles. Les aides publiques, au travers de l'ANRU, au travers de l'ANA, quand il s'agit de patrimoine ancien, comme c'est le cas par exemple sur le centre-ville de Marseille, mais également aussi de pouvoir stimuler l'ensemble des acteurs. J'ai remis il y a quelques semaines le palmarès de l'habitat, c'est-à-dire 10 projets au niveau régional qui ont été primés, parce qu'ils sont emblématiques de la qualité des projets de logements sociaux que l'on peut aujourd'hui construire sur un territoire communal, quel qu'il soit. Oui, la situation parfois s'améliore. C'est le cas à Marseille où il y a eu sans doute un redémarrage des permis de construire. Mais au total, quand on prend à l'échelle départementale le nombre de ménages qui attendent un logement, il y en avait 90 000 en 2018. Oui. Aujourd'hui, on est à 105 000. On voit que la situation se tend et on est sans doute le département qui, au niveau national, est caractérisé par cette tension. Et pourtant, monsieur le préfet, il y a une loi qui s'appelle la loi SRU et qui oblige les communes qui ne jouent pas le jeu à construire du logement social sous peine de pénalité. Et certains maires dans le département disent clairement, on préfère nous payer une pénalité. Alors, ce ne sont pas des pénalités, ce sont des prélèvements qui sont opérés sur leurs recettes fiscales et dont le produit est intégralement reversé soit à l'établissement public foncier régional, soit à l'établissement de coopération intercommunale, en l'occurrence la métropole. L'État ne prélevant aucun financement correspondant. Eh bien oui, d'abord, effectivement, vous avez raison, un certain nombre de communes sont effectivement aujourd'hui carencées. Leur nombre a augmenté, malheureusement, depuis le dernier triennal. Et il y a, à l'inverse, et il faut le souligner, des communes qui sont sorties de cette situation de carence. Il y en a 8. C'est important de le relever parce que cela montre que les élus, lorsqu'ils engagent les efforts nécessaires avec l'appui de l'État, parfois au travers de contrats de mixité sociale, peuvent permettre de corriger cette situation. Et l'État se doit de pouvoir mettre en œuvre cette pédagogie, parfois des outils pour les accompagner, pour permettre de stimuler le redémarrage de la production de logements. C'est une exigence impérieuse pour permettre aux Français, à nos concitoyens, d'accéder à un logement. Je rappelle que près de 70% des habitants de ce département sont éligibles au logement social. Cela veut dire que lorsqu'on parle de logement social, on ne parle pas simplement de la couche de la population qui est peut-être dans une situation la moins avantagée, mais on parle de plus des 2/3 des habitants des Bouches-du-Rhône. Et donc on mesure bien que lorsqu'on ne produit pas de logement, on ne répond pas à 2/3 des besoins de nos concitoyens. Alors toujours dans cette thématique, la question des copropriétés dégradées, qui est un problème vraiment très prégnant à Marseille. Là aussi, on critique un petit peu le rythme d'avancée des choses. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire ? La situation, effectivement, à Marseille, plus largement dans le département, est préoccupante. On y trouve un certain nombre des grands ensembles, des copropriétés, les plus dégradées au niveau national, et malgré les plans de sauvegarde qui ont été mobilisés, malgré les dispositifs locaux ou nationaux, il y a un certain nombre de difficultés. Elles sont juridiques. Notre droit est très protecteur de la propriété privée et ne permet pas à la puissance publique, entre guillemets, de nationaliser d'un seul coup, une copropriété. Et donc, lorsqu'il est décidé de mettre en œuvre un transfert de la propriété privée à un opérateur social, par exemple, eh bien, cela suppose des délais, cela suppose des décisions de justice qui doivent intervenir et le versement naturellement d'indemnités. Et donc, il a été décidé néanmoins de mettre en œuvre ce que l'on appelle des ORCOD d'intérêt national, qui reposent sur la mobilisation en particulier de financement public. La mission en est confiée à l'établissement public foncier régional. Oui. Et mon souhait, ma demande, c'est que sans attendre même que soient stabilisés totalement les projets correspondants, l'établissement public foncier régional puisse être un élément moteur pour acquérir les lots qui seraient mis en vente par les propriétaires et progressivement permettre ainsi à la puissance publique
de se rendre propriétaire des copropriétés correspondantes pour qu'ils soient engagés au plus vite les travaux de rénovation nécessaires. Une question politique, monsieur le préfet, j'espère que vous voudrez bien nous répondre. Parmi les freins au développement de ce territoire, on entend régulièrement se pointer du doigt telle ou telle collectivité, le département avec la ville de Marseille, la région, etc. On avait parlé de fameuses chicayas, c'était le président de la République. Est-ce que vous en êtes témoin? Est-ce que vous pensez que le climat s'est apaisé depuis quelque temps? Le partenariat, le collectif sont des éléments indispensables lorsqu'on veut faire avancer des dossiers complexes. Et c'est le devoir de l'État d'assembler autour de la table l'ensemble des partenaires pour permettre de dégager des consensus et pour construire ensemble les solutions nécessaires pour telle ou telle difficulté, pour pouvoir bâtir tel ou tel projet. C'est ce que je m'efforce de faire avec chacun de mes interlocuteurs, la métropole, les communes, la région, à titre d'illustration sur l'ouest du département, autour de l'étang de Berre, pour cette nouvelle étape de la réindustrialisation de ce territoire, dans le cadre d'une logique de décarbonation des activités historiques, et pour permettre aussi de répondre aux besoins des nouvelles gigafactories qui pourraient s'installer sur le territoire. Et ce travail, cette mission, c'est celle de l'État, de pouvoir créer du consensus et de construire avec les collectivités locales ce partenariat. C'est parfois plus difficile, parfois c'est plus naturel, et en tout cas, c'est une ardente obligation pour le représentant de l'État que je suis. Alors avant d'aller sur les rives de l'étang de Berre, je voudrais qu'on fasse escale à Gardanne, où il y a une importante annonce qui a été réalisée à propos de la centrale pour le redémarrage de la tranche biomasse. Les ouvriers portent aussi un projet de production de biogaz sur ce site, mais semble-t-il, ça peine à déboucher. Est-ce que pour vous, pour l'État, c'est un projet qui est crédible? D'abord, il faut souligner que l'annonce qui a été faite par la ministre de l'Énergie du gouvernement de M. Barnier est extrêmement importante puisqu'elle va permettre, dans des conditions économiquement satisfaisantes pour l'industriel, satisfaisantes naturellement pour l'ensemble des salariés, de redémarrer P4B, c'est-à-dire la production d'énergie électrique par combustion de biomasse. C'est une nouvelle qui était attendue depuis plusieurs mois et je suis naturellement très satisfait que cette première réponse ait été apportée. Sur le deuxième point, c'est-à-dire sur les projets industriels qui s'inscrivent dans cette volonté de l'État d'accompagner la réindustrialisation de Gardanne, de Meyreuil, je me réjouis qu'un certain nombre de projets émergent et puissent être ainsi accompagnés par les pouvoirs publics. Il y a ce projet effectivement de pyrogazéification qui est porté en particulier par les salariés, sur lesquels il faut continuer à travailler pour permettre de le solvabiliser en quelque sorte, si je puis utiliser ce néologisme économiquement, et faire en sorte qu'il puisse, parmi d'autres projets, être appelé à s'installer sur le site. Alors sur les projets industriels, monsieur le préfet, on entendait sur ce plateau il y a 15 jours le maire de Martigues dire que ça n'allait pas suffisamment vite, la présidente du département dire qu'elle vous avait interpellé la semaine dernière pour demander un GIP, un groupement d'intérêt public pour que justement cette industrialisation, cette réindustrialisation aille plus vite. Qu'est-ce que vous avez à dire à la fois aux habitants puis aux élus? La question de la réindustrialisation n'est pas qu'une question de gouvernance. Bien sûr, elle est importante pour permettre de mettre en ligne à la fois les pouvoirs publics, État et collectivités locales, les acteurs économiques, les associations de protection de l'environnement, les habitants eux-mêmes, et de faire en sorte qu'il y ait un véritable consensus pour accueillir de nouvelles activités industrielles. C'est le sens du laboratoire territorial qui, déjà depuis 2 ans, fonctionne sur les rives de l'étang de Berre et qui associe l'ensemble des partenaires concernés. Et la question de la mise en place, le cas échéant, d'un groupement d'intérêt public figure parmi les formes d'organisation recommandées par un rapport d'inspection générale que j'avais sollicité, qui m'a été transmis, et j'aurai l'occasion naturellement de l'évoquer avec les collectivités. Mais au-delà de ces questions de gouvernance, nous allons vite. Nous allons vite pour trouver des réponses en matière d'énergie. Je rappelle qu'une ligne très haute tension est indispensable pour permettre de répondre aux besoins des industriels dans les années à venir, à brève échéance. Nous y travaillons. Nous avons clos la procédure de concertation dite Fontaine par le choix d'un fuseau de moindre impact. C'était au mois de septembre dernier. Et nous poursuivrons l'instruction administrative du dossier avec l'objectif d'une enquête publique qui devrait se dérouler au printemps 2026. Dans l'intervalle, se déroulera un débat de zone dont j'ai proposé l'organisation pour associer l'ensemble des acteurs.
Et puis, il y a l'instruction administrative de certains dossiers. Je voudrais souligner le caractère très fort de l'engagement des services de l'État. À titre d'illustration, un dossier comme Carbone, dont on connaît l'importance majeure pour le territoire, verra son instruction administrative raccourcie de 12 mois à 6 mois parce que nous avons le souci de répondre aux enjeux économiques. Et d'ici le tout début de l'année 2025, je serai en mesure de signer l'arrêté d'autorisation correspondant. Toute dernière question, Léo Purgat. Oui, mais importante, je crois, évidemment. On parle de 10 000 emplois qui pourraient être créés sur cette zone. Ça veut dire un afflux aussi de population et toute une série de questions sur les infrastructures, sur les services publics, sur l'hôpital de Martigues, avec beaucoup d'inquiétudes dans ce contexte budgétaire très serré. Est-ce qu'on va pouvoir les faire tenir ? Est-ce qu'il va y avoir un coup de pouce de l'État ? Beaucoup d'attentes de la population et des élus pour faire en sorte que cette nouvelle étape de l'industrialisation ne se traduise pas par une dégradation de la qualité de la vie, voire permettre de répondre à des attentes anciennes, le logement bien sûr, ce qui concerne aussi les services publics, notamment l'hôpital de Martigues auquel vous faisiez référence, mais je pourrais évoquer l'hôpital de Salon qui va être reconstruit, et bien sûr la mobilité. La mobilité, Martigues-Port-de-Bouc fait partie des projets qui sont inscrits dans le projet de volet mobilité du contrat de plan État-région que nous négocions avec le Conseil régional et dont, je l'espère, nous pourrons ensemble le paraffer d'ici le début de l'année 2025. Fosse-Salon, qui est l'artère principale sur laquelle il faut trouver des solutions de financement, fait l'objet également d'études et nous aurons l'occasion avec l'ensemble des services de l'État concernés, de revenir sur des propositions à faire. Je pourrais également mentionner le contournement d'Arles, qui est tout aussi important, sur lequel nous travaillons dans la perspective d'une enquête publique qui devrait pouvoir, je le souhaite en tout cas, se dérouler en 2025. Écoutez, merci beaucoup Christophe Mirmand d'avoir été notre invité ce dimanche sur Maritima, peut-être avec un nouveau patron dans pas très longtemps. On vous remercie. Merci à Léo Purgat également d'avoir été à notre compagnie. Merci de très bonne cette journée. émission. Au revoir.